Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve pour des achats manga. Et pour une fois, je peux les prendre dans la main. Ça vous paraît rien mais c'est pas souvent pour moi parce qu'en général, en fait j'ai des piles de malade et je peux pas vous les montrer. Je le faisais il y a longtemps mais là à chaque fois les piles elles font 50 tomes. Donc bon, là j'en profite. Je sais pas combien il y en a là, il doit en avoir une petite douzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 tomes actuellement. Et sachant que j'en ai commandé d'autres à mon livret, qui doivent être livrés. Donc ça, vous aurez une autre vidéo à ce niveau-là. On attaque avec Demon Slave, 9e tome de la série, excusez-moi. Et petite annonce, un animé est prévu. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a eu la bande-annonce, donc l'animé de ceci est prévu. Autant vous dire que je vais le regarder, ça y a pas de problème. On suit un univers où en gros les femmes dominent le monde, car en fait il y a une sorte de fruit qui est capable de donner des pouvoirs, et c'est exclusivement les femmes qui ont la capacité de pouvoir le manger pour avoir des pouvoirs. Donc du coup, raison suffisante, elles ont la puissance, donc elles défoncent les hommes. Donc bon, les hommes ont un statut classique, mais ultra bas, ils peuvent pas aller haut dans la hiérarchie, tout ça. Et à un moment donné, un jeune homme va aller dans le monde Mao, donc le monde des démons grosso modo. Sans le vouloir, un portail va s'ouvrir, il va se rendre dedans. En fait, t'as le monde des humains et le monde des démons. Et tu as des unités qui s'occupent de protéger le monde réel, enfin le monde des humains, contre les attaques des démons. Et du coup, plusieurs quartiers généraux sont postés dans le monde des démons pour empêcher les vagues d'assaut. Et ce jeune homme va rencontrer une des commandantes qui a une capacité très particulière, c'est un peu une capacité d'esclavagiste, puisque en gros, alors normalement elle utilise des démons, mais là son dernier démon est mort au combat, et du coup elle va utiliser le jeune homme en tant que créature. Oui, parce qu'en gros son pouvoir à cette jeune fille, c'est que elle prend le contrôle, si on peut dire ça comme ça, d'une personne, d'une créature ou quelque chose du genre, ça lui donne un boost de puissance. Et du coup, elle peut s'en servir comme monture, elle peut s'en servir pour se battre avec, etc. Et elle a aussi des capacités de prêt. En gros, elle peut prêter sa créature, donc le jeune homme en question, à d'autres personnes pour tout simplement faire la même chose, sauf que du coup, la transformation va être différente selon les personnes. Ça, c'est le pouvoir, avec un petit truc. À chaque fin de session d'esclavagisme, si on peut dire ça comme ça, il y a une contrepartie, il faut qu'elle récompense. Donc la récompense, c'est pas elle qu'elle l'a choisie, c'est lui, selon son instinct, selon son envie du moment. Et la récompense se fait automatiquement, elle ne peut rien faire que subir la récompense. Donc là, ça c'est un petit truc qui est assez rigolo. Série que j'adore, que j'ai fumé. Je l'ai lu aujourd'hui, c'est toujours aussi bien, et savoir que l'animé va sortir, et bah ça me plaît énormément. À savoir que j'avais commencé très tardivement cette série-là, on était déjà à 5 tomes, j'ai tout acheté d'un coup, et j'ai adoré, et je surkiffe toujours. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. The Cave King, qui met du temps à sortir, en même temps on est au même niveau que le Japon, donc c'est un peu le même délire que Remonster à ce niveau-là. On suit un jeune homme qui est le 17e prince d'un royaume, donc autant dire que déjà, quand il y a beaucoup de princes, genre 4-5 tout ça, c'est un peu un gros bordel. 17 princes, je vous laisse imaginer. Et normalement, chaque prince a un emblème avec une puissance particulière. Ça peut être genre l'emblème de la sagesse, l'emblème de la magie, donc d'une grande puissance magique, de la force, etc. Il y a plein de trucs. Et lui, il a l'emblème du minage, mais en fait, c'est un emblème qui est surpuissant, mais seulement dans des conditions requises. Et à la vie de château, c'était pas le cas, puisqu'il y avait rien à miner, il y avait pas de conditions particulières. Et du coup, il va être exilé sur un gros caillou en plein milieu de l'océan, qui est totalement abandonné, qui a pas de vie, rien du tout. Donc, clairement en mode on t'envoie là-bas histoire que tu crèves, hein, mais on fait ça gentiment, tu vois. Sauf que là, tout est ok. Il y a une énorme pierre avec des sous-sols qui regorgent de trésors, de minerais, tout ce que tu veux. Donc là, son pouvoir s'active complètement et du coup, il devient le roi de la montagne et il va rencontrer d'autres créatures, des orques, des araignées, des trucs du genre, qui vont devenir ses coéquipiers et l'île va se développer. Et c'est extrêmement cool, c'est une histoire que j'aime énormément. J'ai commencé à la lire également aujourd'hui, sachant que tout ça j'ai acheté hier, donc autant dire que je me suis jeté dessus. Et c'est super, que ce soit au niveau du dessin, des personnages, de ce qui s'y passe. On a un petit côté Remonster où moi quand je m'incarne en slime, c'est vraiment super cool, je vous le conseille. Partenaire 2.0, alors à savoir que j'attendais ça depuis un petit moment, j'étais très curieux vis-à-vis de ça. Je me disais merde mais qu'est-ce que ça va parler? Donc je l'ai lu hier. Je vais essayer de pas trop en parler parce que c'est le premier tome, je vous ferai un avis dessus très rapidement. Je vous dis juste une chose, j'ai surkiffé.
Partenaire 2.0, présenté par Soryu. Alors à savoir que je suis pas sûr, mais je crois que c'est la personne qui a fait Magic Girl Holy Shit, parce que en tout cas le dessin, je suis presque sûr que c'est le même, et le style ressemble un petit peu quand même. No more petite amie, goodbye mon mec. Après avoir fait l'expérience d'une petite amie qui veut tout contrôler d'un copain étouffant, Murata et Tomoka évitent les relations amoureuses. Comme la peste, ils font plus ample connaissance lors d'une soirée quand leur équipe de jeu en ligne décide d'aller prendre un verre hors ligne, donc une rencontre irréelle. Semblant parfaitement s'entendre, ils se retrouvent dans un love hotel, mais au lieu d'une simple aventure d'une nuit, ils s'engagent dans une relation qui n'est ni simplement physique, ni simplement dénuée de sentiments, une relation à la fois détendue et sensuelle. Et franchement, j'ai adoré. Et je vous en parle pas plus, je vous laisse la surprise, mais franchement, foncez, c'est une vraie petite merveille qui se lit tout seul et qui est super agréable. Et au passage, il y a le fameux goodies avec, donc c'est une capote, complètement. Ça colle parfaitement du coup à l'œuvre, c'est rigolo, ça a l'air de rien, mais c'est sympa. Je ne l'ouvrirai pas, hein, parce que ça fait un goodies rigolo, mine de rien. Donc je le garde. Last Mission P.K. Killer. Alors cette série-là, je suis content parce que je sens que je vais adorer, mais en même temps, je suis déçu parce que visiblement, c'est fini en 3-4 tomes. Et ça me rend un peu triste. Alors, j'ai pas encore lu par contre. Onatsuki, nom de joueur Nichiki, un salarié, tout ce qu'il y a de plus banal, est également un adepte du MMORPG VR Real Life Online, plus connu sous le nom de Réel. Mais la classe marchand choisie par Nishiki est aussi inutile en combat qu'en artisanat, ce qui lui a valu le surnom de classe parasite. Alors le jour où Nishiki se fait expulser de sa guilde, il prend la décision de partir dans une ultime quête aux côtés de Silver, appartenant à la classe marchand elle aussi. Pour protéger son sourire innocent, Nishiki se dresse contre l'ennemi naturel des marchands, le player killer. Il se découvre un talent caché qu'il n'aurait jamais soupçonné, le poussant à vouloir combattre des joueurs de plus en plus forts. Ainsi débute sa dernière mission, éliminer les PK. Donc lui également en devenir un. Et ça a l'air vachement cool, et encore une fois c'est dommage que c'est aussi court, parce que c'est le speech a l'air vraiment trop bien. Maintenant, à voir ce que ça va donner, j'ai même pas regardé les dessins, donc on verra bien, mais je suis très curieux. Reign of the Seven Spellblade. Le nom me fait penser à quelque chose, donc ça a l'air de... ouais, épée. Non, j'avais cru que c'était de la magie, mais on dirait de l'épée. On va voir ce que c'est, je connais pas du tout. Hein. Au cœur d'une académie de magie, c'est magie et épée. Au mille dangers, la quête... Ah oui, ok, je vois c'est quoi. Des Spellblades légendaires commencent. Le printemps marque l'arrivée de la nouvelle génération de sorciers dans l'imminente académie de magie de Kimberly. Vêtue d'une robe noire, chaque élève porte à la ceinture une baguette blanche, ainsi qu'une épée. Chacun est nerveux à l'idée de devoir faire ces preuves. Pourtant, l'école accueille chaleureusement ces nouveaux venus sous les fleurs, les amitiés naissent et un incroyable défilé de créatures fantastiques est organisé. Mais en vérité, cette académie est le théâtre de moult pérites et le cursus n'offre aucune garantie de survie à ses élèves. Oliver Horn et ses camarades pourront-ils achever leur apprentissage indemne? En gros, c'est vraiment une école où on va t'apprendre, mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, la survie, tout ça, tu te démerdes. Et ça peut être très rigolo pour le coup. Et après, j'ai pas vraiment vu plus que ça, j'ai juste vu vite fait le résumé quand vous avez fait les sorties manga. Mais ça, je pense que ça va beaucoup me plaire. Tout comme le manga qui est juste après, Mecha Mage d'esclaves à héros. Dans un autre monde existent des machines appelées Mecha Mage que seuls des hommes possédant une énergie particulière baptisée Rudia peuvent contrôler. Ses habitants ont d'habitude d'invoquer fréquemment des terriens de manière aléatoire pour faire d'eux les pilotes de ces machines. La raison est simple, les terriens possèdent des niveaux élevés de Rudia. Un jour, la classe de Yuta se fait invoquer dans cet autre monde, mais le jeune garçon se retrouve avec un niveau de Rudia incroyablement bas. Toutefois, sa découverte du Mecha Mage blanc va tout changer. Et ça a l'air, encore une fois, vachement bien. Je pense que je vais bien me marrer et surkiffer. J'adore les trucs d'aventure comme ça. C'est vraiment l'un de mes petits dads. Et ça, j'ai failli le rater, ce tome-là. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai vraiment cru que j'allais le rater. The Grave Witch Revenging, 4ème tome. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, et c'est vachement cool. J'ai vraiment bien aimé. C'est la vengeance d'un héros, tout simplement, qui s'est battu contre le roi des démons, qui va sauver le monde, tout simplement. Et quand il est revenu, on lui a dit « Ah, mais t'es un poil trop fort et un peu dangereux, du coup, donc on va te buter. » Merci beaucoup. Du coup, il va crever, et il va réussir à revenir à la vie et décider de se venger en les torturant, en les flinguant et en leur faisant les pires supplices possibles. Donc là, vraiment, il joue au chat et à la souris, et c'est lui, le gros minou. Voilà, et série qui est très sympa, c'est extrêmement gore, mais évidemment, attention aux âmes sensibles, ce n'est clairement pas pour tout le monde. Il ne comprend pas qu'il me plaît, d'ailleurs auteur de Igerio, si je dis pas de bêtises,
manga que j'ai présenté il y a pas très longtemps et que je regarde l'animé d'ailleurs aussi au passage. Ryo, dans le train, tu t'es comporté en véritable justicier alors qu'il prend le train pour se rendre à l'école. Le lycéen Ryo Takamori prend son courage de main et vient secourir une passagère d'un pervers. Il découvre alors que la victime est Ina Fushimi, son ami d'enfance avec qui il avait pris ses distances depuis le collège. À partir de là, Ina Fushimi semble s'intéresser de nouveau à lui, mais de façon plus mature. Mais lui, sera-t-il assez mature pour comprendre que son ami d'enfance éprouve bien plus que la simple amitié à son égard? Je n'ai pas encore lu, mais je suis très curieux, je pense que je vais bien me marrer sur celui-là. Donc voilà, déjà, de base, j'avais bien aimé Rio. Ensuite, à la vengeance du souffre de l'heure, 3e tome de la série, que je ne crois pas vous avoir... Si, je vous l'ai présenté visiblement. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune professeur qui s'en est pris plein la gueule quand il était adolescent. C'était vraiment le souffre-douleur, hein, comme dans le titre, de tous ses camarades, et notamment d'un en particulier. Et les années passent, monsieur est devenu professeur, et l'autre enflure qui le torturait est devenu un mec de banque, donc vraiment bien coté, bien riche, tout ça. Il a une famille, il est bien friqué, il en profite pour coucher à droite à gauche, il a la belle vie. Sauf que du coup, il est un de ceux qui pensent que si les plus faibles sont comme ça, et qui se font torturer, éclater, tout ça, c'est de leur faute, voilà, tout simplement. Sauf que ce qu'il ne le sait pas, c'est que sa fille adorée, elle fait partie de cette catégorie, puisqu'elle se fait lyncher et torturer par les autres élèves de l'école, voilà. Et du coup, ça va être une sorte de vengeance vis-à-vis du professeur. On ne sait pas encore tout de ses objectifs. On a quand même quelques idées, mais il y a quand même une grosse part de mystère encore. Et j'ai plutôt bien aimé, moi, l'histoire. Ah, je garde le dernier pour la fin. Oui, je garde le dernier pour la fin. Là, ils disent, mais pourquoi ils gardent le dernier pour la fin? Bah parce que j'ai 2-3 trucs à dire dessus. Là, j'ouvre l'avant-dernier, qui est Plastifé Ayakashi Triangle, 6e tome de la série. J'ai un tout petit peu de retard parce que j'ai lu le 4e il y a pas longtemps, du coup j'ai lu, et le 5e je n'ai pas encore commencé, mais je voulais rester à jour sur cette série-là. J'adore l'auteur, j'aime beaucoup l'histoire, mais enfin, je trouve que c'est pas la meilleure qu'il ait fait. J'ai une bien meilleure préférence pour tout le groupe, mais c'est quand même quelque chose que je me barre bien avec. En gros, on suit un exorciste qui se bat contre les yokai, tout ça, et il a une amie d'enfance qui, on va se rendre compte, est considérée comme une sorte de divinité, parce qu'elle a des pouvoirs très puissants, et du coup, ça attire beaucoup les démons, les yokai, parce que c'est une source de puissance incommensurable pour eux. Si jamais ils arrivent à la bouffer, ils deviennent quasiment invincibles. Donc du coup, il doit la protéger. Et voilà, c'est l'histoire, c'est très rigolo, c'est du gros Ponsou en puissance, ça vaut le coup. Et on finit du coup avec quelque chose que j'attendais depuis longtemps, et que en vrai on est toujours en mode est-ce qu'on va l'avoir ou pas, hein, dans combien d'années on l'aura, hein, qu'est-ce qui devient l'auteur, hein, qu'est-ce que devient l'œuvre, hein. C'est Hunter x Hunter, 37e tome, et oui, j'ai réussi à l'avoir en brillant, je savais pas si je l'aurais en brillant. Donc Hunter x Hunter, il y a 2-3 trucs à dire dessus. Alors, c'est une œuvre extrêmement connue, extrêmement populaire, à juste titre, à mon goût, ça fait partie de mes œuvres préférées, où nous suivons Gun Frisk, un jeune garçon de 12 ans, qui va vouloir devenir hunter. Les hunters, ce sont des gens qui traversent le monde pour plusieurs trucs. Ça peut être des chasseurs de primes, ça peut être des hunters gourmets, donc ils vont chercher des trucs de nourriture, des épices, des animaux, des trucs du genre pour ultra rares pour créer les meilleurs plats du monde. Ça peut être des gardes du corps, ça peut être des chercheurs de trésors. Enfin, leur métier est assez large, mais c'est considéré comme le métier ultime, qui te donne droit à beaucoup d'avantages, qui te permettent de te balader un petit peu dans tous les pays. C'est un peu la carte VIP de partout. Sauf que pour devenir Hunter, c'est compliqué, puisque tous les ans, si je dis pas de bêtises, c'est tous les ans, il y a un examen qui se lance, l'examen des Hunters, qui est là pour voir qui a le niveau, parce qu'ils prennent pas n'importe qui, ils prennent vraiment les gens considérés les plus forts, ou en tout cas les plus aptes à ce métier, et tant pis s'il y a les 3/4 qui crèvent. Oui, parce que c'est clairement ça, hein. Genre ils étaient plus de 400, si je dis pas de bêtises, et à la fin, il y en a pas beaucoup qui ont survécu, hein. Je crois qu'il y en a plus de la moitié qui sont morts, hein, facilement. Et les autres ont abandonné, pourront retenter leur chance l'année prochaine. Et du coup, voilà, on suit toute cette histoire. Egon, il va rencontrer Killua, il va rencontrer Leorio et Kurapika, et plein d'autres personnages, et c'est une histoire qui est juste magnifique. Alors, à savoir que Hunter x Hunter, c'est assez particulier, puisque l'auteur fait vraiment à son rythme.
Ça fait plusieurs années que les tomes, on les a par tranche de 3, 4 ans, 1 an quand on a de la chance. Donc bon, c'est là, il est un peu plus motivé ces derniers temps, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu short. On a eu plein de trucs, hein, l'examen de Hunter, on a eu la Tour Céleste, on a eu l'arc avec Killua, on a eu Green Island finale, et le dernier truc qu'on a eu il y a pas longtemps, l'arc des Andes, qui était... enfin, j'aime beaucoup tous les arcs de Hunter x Hunter, mais celui des Andes, il m'a beaucoup plu. Et là, on est dans l'arc du Nouveau Monde, qui est très particulier. Alors, c'est pas ce que je préfère, pour plusieurs raisons, ça, je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est quand même Hunter x Hunter, et je veux continuer la série. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner pour plus tard. Maintenant, voilà. D'ailleurs, le nouvel arc est beaucoup plus porté sur Kurapika que sur les autres en tant que tel. Alors, encore une fois, j'ai une préférence pour l'anime que le manga, parce que le manga a des gros défauts d'un point de vue dessin, tout ça, mais après, ça n'empêche pas que ça reste sympa. Et aussi, c'est vrai que depuis qu'on est sur le nouvel arc, putain, il y a des pavés de texte, on dirait du détective Conan, c'est impressionnant. Enfin bon, voilà, je reste toujours fan, je suis très content, c'est Hunter x Hunter, hein. Et d'ailleurs, truc que je me posais comme question, et que je vous pose comme question, est-ce que vous suivez toujours Hunter x Hunter? Est-ce que vous savez s'il y a encore du monde qui suit Hunter x Hunter? Ou est-ce que tout le monde a abandonné? Parce que, en gros, l'anime marche très bien, marche toujours bien, mais alors, le manga, c'est un peu du pifomètre, hein. J'ai demandé à la libraire que j'ai acheté hier, elle dit, bah, je me suis laissé emballer, j'ai pris le gros box, et ça se vend pas tant que ça. Eh ben, je me demandais, et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Enfin bon, voilà. Et j'ai eu également, alors ça, je ne pensais pas l'avoir, franchement, je pensais pas l'avoir, les marque-pages de Hunter x Hunter. Je suis très content de les avoir. Gon, on a Killua, on a Kurapika, et on a Leorio. D'ailleurs, j'aimerais bien que Leorio soit plus mis en avant, parce que c'est un personnage que j'adore, et c'est pas celui qui est le plus mis en avant. Mais je suis très content, et j'ai limite envie de les garder comme ça, c'est vraiment en mode poster. Je pense que je les accrocherai quelque part. Et le tout dernier truc que j'ai eu, c'est un sorte de Shikishi de Ushijima. Ushijima Kujo, l'implacable. C'est pas quelque chose que je suis très fan, mais on me l'a donné, donc je garde. Voilà, c'est tout pour les achats manga, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.